destructeur que le sentiment d'impuissance et d'injustice. Je vous demande donc une impunité zéro. Faites un casque! Bouclier! En protection! Je pense qu'aujourd'hui, on a quand même un vice qui est quand même de beaucoup taper sur les flics. Vous allez mettre votre vie en jeu pour des gens qui, samedi d'après, vont vous jeter des pavés sur la tête. Les gens ont plus confiance en nous. Nous, on n'a pas confiance dans les gens. Le dialogue est rompu, et pour regagner, ça va être compliqué. On a plus besoin de soutien dans le cadre des missions qui sont les nôtres que, une fois de plus, d'être stigmatisé. La France aime sa police et il serait temps qu'elle le montre. On pourrait la rassurer, la police. Je vais pas dire l'aimer un peu plus, mais oui, la considérer. Mon cher ami policier, je ne demande que ça, mais il va falloir que tu m'aides. Il va falloir que tu acceptes d'être filmé. Si on n'avait pas filmé les violences policières de Michel, Michel serait en prison. On n'aurait jamais su. S'il n'y avait pas ces images, peut-être qu'on serait encore dans le déni et dans le mensonge. Ce qu'on sait de cette histoire, on ne la sait que par les images. Il va falloir que tu acceptes d'être contrôlé de manière indépendante. Nous n'avons à aucun moment eu de velléité de couvrir quoi que ce soit. 2500 blessés, dont de nombreux éborgnés, des mains arrachées. Pourtant, la patronne de l'IGPN nie toute violence policière. Le rapport annuel de la police des polices, dans son éditorial, notre ambition première, c'est pas de contrôler, mais de valoriser l'institution. L'IGPN n'a pas fait son travail correctement car elle n'a pas contraint les policiers à remettre leurs armes dans le cadre de l'enquête. Les policiers qui ont massacré M. Zecler, ils étaient sûrs de leur impunité. La meilleure preuve, c'est que quand 16 policiers viennent après, ils regardent. Il va falloir que tu acceptes que justice soit faite, sereinement, loin des calculs politiciens et des émois de tes syndicats. On veut une justice qui fasse son travail, qui mette les gens qui doivent aller en prison en prison. Le problème de la police, c'est la justice. Enfin mettre fin au laxisme judiciaire. Il va falloir que cessent enfin les mensonges et les manipulations. Le préfet de police Didier Lallemand est sous le coup d'une enquête pour faux témoignages. Avec des preuves qui ont disparu comme c'est souvent le cas dans les dossiers de violence policière. Sur les 5 policiers porteurs d'un lance-grenade, aucun n'a reconnu son implication. Le nombre de dossiers que nous voyons, avec des procès-verbaux qui ne reflètent pas la réalité de ce qui s'est passé, est extrêmement élevé.
Il va falloir que tu acceptes de ne plus fermer les yeux sur les actes criminels et délictueux de tes frères d'armes. Sinon, comment peux-tu ? Comment peux-tu faire respecter la loi si tu la bafoues si souvent ? Les policiers soupçonnés d'avoir menti. Elle a essayé de casser le téléphone de Cédric pour effacer les preuves qu'il pouvait y avoir dessus. Ils ont tous essayé de camoufler un meurtre. Les policiers avaient fabriqué en fait des faux coupables, avaient rédigé des faux procès-verbaux. Comment peux-tu lutter contre les discriminations si tu les pratiques au quotidien ? Bouilloul, Legros, Bicot, dit régulièrement, ouvertement, entre collègues, dans l'enceinte du commissariat. Dans le hall de la gare du Nord, les personnes de couleur ne représentaient que 29% des usagers. En revanche, ils étaient beaucoup plus contrôlés, 82% des contrôles. Donc là, d'accord, ça ne doit pas se dire, etc. Ça reste encore à peu près convenable. Comment peux-tu protéger les faibles si tu es au service des forts ? Ces armes ne sont pas des armes de défense, ce sont des armes qui mutilent et qui blessent. En réalité, ce n'est plus du maintien de l'ordre, c'est de la répression. Ce système de maintien de l'ordre, cette pratique du maintien de l'ordre, c'est un choix politique du gouvernement. Maintenir l'ordre, c'est protéger les institutions. Comment peux-tu protéger une population sans la moindre empathie pour elle ? J'ai déjà vu des gamins de 8 ans se faire palper, contrôler, mépriser, insulter. Ici on est dans un état de droit, c'est la République française. On contrôle le police, on se tait et on obéit. Point barre. Il se penche et récupère. J'ai très cru, mais c'est bien fait pour sa gueule. Tourne-toi, mets les menottes. Tourne-toi, rentre-toi, rentre-toi. C'est retendu, hein. Bien joué. Ouais. Montez, bâtard. Cassez-vous maintenant. Voilà une classe qui se tient sage. Il faut dire que tu n'es pas aidé. Le travail de prévention que vous faites est très utile, mais vous n'êtes pas des travailleurs sociaux. Il y a un besoin d'autorité, d'ordre exprimé par les Français. Moi j'aime l'autorité, j'aime l'ordre. Oui. Et moi je ne supporte plus ce qu'on voit aujourd'hui. Les violences policières en France, c'est un mensonge. Il ne faudrait pas qu'on laisse penser que les forces de l'ordre ont tué Zineb Redouane, parce que c'est faux. Une société de vigilance. Voilà ce qu'il nous revient de bâtir. Ce que nous demandons, la police nationale et moi-même parlant en son nom, c'est que ceux qui nous demandent de maintenir l'ordre ne nous en discutent pas les moyens. Il serait temps que tu comprennes que ces calculs politiciens, ces manipulations syndicales n'ont pour unique but de les servir et de t'éloigner de ceux que tu es censé protéger. Cette population à laquelle tu as oublié que tu appartenais. Voilà une classe qui se tient sage.
on a en tête de se battre pour ces 151 enfants qui ont été mis à genoux ce jour-là. Les policiers ils ont fait leur boulot, ça c'est sûr, mais ça s'est très bien passé. Moi je ne suis pas choqué du tout, il n'y avait pas d'autre moyen. C'était pas des lycéens, c'était des voyous. Les policiers ont parfaitement bien réglé les choses. Il n'y a eu aucun blessé, il n'y a eu aucun problème. Ça leur a pas fait de mal aussi à ces jeunes, de savoir ce que c'est que le maintien de l'ordre, la police, se tenir tranquille. Voilà, ça leur fera un souvenir. Et donc là, on n'est plus dans la nécessité des circonstances. On n'est plus dans l'arbitrage pondéré entre la dignité et la nécessité. Non, on est dans la cruauté. Ce qui est injustifié, injustifiable, c'est la jouissance, le spectacle de la jouissance, la diffusion de la jouissance. Ça, c'est pas possible. En fait, il faut jamais qu'ils s'habituent à être traités comme ça, de cette manière-là. Jamais. Le père de famille a crié 7 fois « J'étouffe » avant de perdre connaissance le 3 janvier 2020. Cédric n'est pas mort d'un malaise cardiaque, il est mort étouffé. On l'a étouffé, on l'a tué. Cédric Chouviat est mort exactement de la même façon qu'Adama Traoré. Ils ont eu les mêmes mots, ils ont tous les mêmes mots. J'étouffe, je n'arrive plus à respirer. We cannot look at this as an isolated incident. The reason why buildings are burning are not just for our brother George Floyd. They're burning down because people here are saying enough is enough. On a assassiné mon fils. On a assassiné mon fils. C'est pas un voyou, c'est pas un dealer qui a agressé mon fils, c'est la police. La police nationale. Our people are being murdered. Mon frère a été tué ce 19 juillet.
24 ans. Et les gendarmes aujourd'hui ne sont pas mis en examen. Les gendarmes ont été mutés. Les gendarmes ont été promus. C'est comme ça que ça se passe en France. Enough is enough. And there's an easy way to stop it. Arrest the cops. Charge the cops. Il n'y a personne qui est mort avec une clé d'étranglement en France, d'accord? On a des gestes professionnels tels que l'étranglement arrière. Il n'y a jamais eu d'accident. Alors qu'on nous le laisse et qu'on nous laisse travailler enfin. Cette logique de mensonge et de déni qui succède aux violences policières dans ce pays est totalement insupportable. Charge the cops. Do your job. Comment rendre hommage à Cédric si les coupables sont toujours autour de nous, autour de vous? Faut pas avoir peur de se battre et de marcher et de demander nos droits. Quand la police tue, il faut que cette police soit condamnée. La technique de l'étranglement a été jugée dangereuse. Cette technique qui consiste à enserrer le cou de manière prolongée afin de réduire l'afflux d'oxygène et de limiter le tonus musculaire ne sera plus enseignée dans les écoles de police. Ce n'est en aucun cas. Amis du café, amis des mugs, incroyable. Amis, je recommence. Amis des mugs gigantesques, amis du courage gigantesque, amis de Marina Ovziniakova. Je ne sais pas dire son nom, mais je sais l'aimer. Cette femme. Cette femme hier soir. Действия западных санкций говорил сегодня Михаил Мишустин. На встрече со своим белорусским коллегой российский премьер подчеркнул, надо усилить сотрудничество в рамках союзного государства. А на совещании в правительстве обсуждали, как сохранить доступность. Une héroïne absolument. Productrice ou en tout cas employée de la première chaîne publique d'information russe, qui hier au journal l'équivalent du journal de 20 heures est venu faire ce geste extraordinaire. On s'en fout de mon micro à gauche là, les amis, on s'en fout. Voilà. On va parler d'information aujourd'hui, on va parler de contre-information avec deux jeunes journalistes courageux. Absolument incroyable, les gens de Disclose. Voilà. Chers amis, comment allez-vous? Ça devient vraiment dur. Là, je commence à en avoir ma claque, j'imagine que vous aussi. Donc il faut aller chercher les bonnes nouvelles là où elles sont. Et voilà, alors je suis vraiment désolé d'écorcher le nom de cette dame. On va l'appeler Marina, quoi. Voilà. J'ai envie de pleurer quand je vois cette dame. Sans déconner. Putain, ça c'est la classe. Ça c'est la classe. Bon, bref, excusez-moi, je reprends mes esprits.
Ils sont dans la petite chambre d'attente. Je vais vous les mettre maintenant à l'antenne. Ellie est en train de se recoiffer, donc j'attends qu'il termine de se recoiffer. Ariane est là. On reprend nos esprits. Alors. Voilà, bonjour à vous deux. Bonjour. Bonjour Ariane. Bonjour Ellie. Alors Ariane, je te connais. Les gens du chat te connaissent très défavorablement puisque tu es déjà venu au poste pour les Jet Papers avec un autre qui s'appelle Canet Jean-Pierre. Alors lui, n'en parlons pas. Ellie, c'est la première fois que tu viens au poste. Oui. C'est bien ça. Ouais. Tous les deux, vous travaillez, vous êtes pigistes et tous les deux, vous travaillez entre autres pour Disclose et vous avez sorti ce lundi un scoop sur les ventes d'armes de la France alors je dis à la Russie, mais on va dire à Poutine. D'abord, bienvenue. Comment allez-vous? Merci, très bien. Pareil, très bien. Ouais. Pareil, un peu fatigué, un peu tôt pour faire du journalisme, mais on est prêt. Il n'y a pas d'heure pour les braves. Et vous êtes des voilà. braves. Et vous êtes des braves. Donc, Ariane, je l'ai dit, tu es déjà venu au poste. Tu travailles pour différents journaux. Tu pars demain. Alors, je ne sais pas si on peut dire où, mais enfin, Bon, aussi, enfin, c'est pas secret. Il y a les assises du journalisme à Tunis toute la semaine à partir de jeudi. Et je participe à une conférence sur le journalisme d'investigation, justement. Et tu es aussi la cofondatrice de Prenons la Une. Ouais, tout à fait. C'est quoi ça déjà, Prenons la Une? Alors, même j'ai changé de poste depuis, je suis même devenue secrétaire générale de l'association. Mais c'est une association qui promeut l'égalité, en fait, dans les rédactions et une juste représentation des femmes dans les médias, dans les unes, sur les plateaux. Donc voilà, c'est à la fois à l'intérieur, respecter le droit du travail, mettre fin aux discriminations racistes, sexistes et avoir une meilleure qualité de l'information, en fait, qui ne charrie pas des préjugés, mais voilà, qui fait bonne qualité de l'information. Et toi, Ellie, d'où viens-tu, d'où parles-tu Alors là, actuellement, je vous parle depuis Nancy. Moi, je suis nancéen, voilà, dans le Grand Est, en Meurthe-et-Moselle. Ce qui explique pourquoi c'est un peu gris là, la lumière sur ma caméra. Je suis pigiste aussi depuis quelques années maintenant. J'ai travaillé pour Mediapart, pour Slate, pour Conspiracy Watch. J'ai beaucoup travaillé sur les théories du complot, sur la propagande en Syrie aussi. Et je m'intéresse plus largement aux relations internationales et j'en suis déjà à mon deuxième ou troisième méfait avec Ariane. Voilà, le dernier en date étant celui qui est sorti hier. On me dit que tu es le roi de l'Ozint. Oh, c'est très exagéré. c'est très exagéré. Il m'arrive de trouver des trucs sur Google Earth. Je ne sais pas, ça fait de moi le roi de l'Ozint, mais je me débrouille. En tout cas, oui, voilà. L'Ozint, c'est en fait la recherche d'informations en source ouverte, quoi. C'est-à-dire, c'est le renseignement du pauvre. C'est ça, le renseignement du peuple. C'est mieux. Du peuple. Ouais. Du peuple gafaïsé. Voilà. Bon, alors d'abord, je tiens à saluer aussi et à remercier les copains lyonnais de Flagrant Déni qui devaient être à votre place ce matin. On a décalé à lundi parce que je voulais vous donner à tous les deux la parole aujourd'hui suite à vos révélations d'hier donc sur Disclose. En gros, selon votre enquête, la France a livré des armes à la Russie entre 2015 et 2020, c'est-à-dire sous le président qui a la voix grave quand il parle de l'Ukraine aujourd'hui. Entre 2015 et François Hollande, bien sûr. Selon vous, la France a livré des équipements militaires dernier cri, un armement qui a permis à Vladimir Poutine de moderniser sa flotte de tanks, d'avions et d'hélicoptères de combat et qui pourrait être utilisé dans la guerre en Ukraine. On verra que le conditionnel compte plus que jamais dans cette phrase. Voilà, ça c'est à peu près le chapeau de votre enquête. Pouvez-vous détailler?
Oui, c'est ça. C'est pas ce qu'on montre, c'est qu'il n'y a pas eu des livraisons, par exemple, de bateaux, d'avions, mais c'est des composants électroniques qui sont très importants, qui sont installés, qui sont cruciaux, déjà modernes, et qui ont permis de moderniser des tanks, des avions, des hélicoptères d'attaque, des bombardiers. Et ces modèles-là, donc on parle pour les spécialistes, je ne sais pas s'il y en a parmi vous, mais des tanks T-90 par exemple, ou des Sukhoi, des avions Sukhoi 30. Ariane, je sais que tu es pressée, mais enfin, il faut quand même un peu préciser parce que là, on ne sait pas si tu envoies des mots codés ou pas. Donc, de quoi s'agit-il? Voilà, donc les avions Sukhoi, par exemple, bah, c'est des avions de chasse. Voilà, parmi les avions de chasse qu'a l'armée russe, Oui. qui ont été modernisés en partie, notamment par des outils de Thales, des systèmes de navigation de Thales. Et ces avions-là, on les a observés, Elie et moi, on les a observés sur le territoire dans l'invasion de l'Ukraine actuellement. Voilà, donc il y a tout un tas de vidéos sur les réseaux sociaux et Voilà, parce que Elie quand, va quand- quand tu, vous en parler. quand tu dis que vous les avez regardés, c'est en fait ce que vous avez regardé. On va y revenir après, mais c'est les vidéos qui circulent sur les réseaux sociaux où vous avez C'est ça. retrouvé les modèles de tanks, les modèles d'équipements, etc. C'est ça. Et là, pour le coup, il y a une carte qui est très bien documentée, très bien alimentée, qui a été faite notamment par Bellingcat, qui a un autre site d'information en source ouverte, et qui répertorie toutes les vidéos, qui les fact-check, et qui répertorie toutes les vidéos qui circulent sur le conflit ukrainien. On pourra peut-être vous donner le lien. Et qui nous a aussi aidé à récolter ces données-là. Mais donc, ce qui est important de comprendre, c'est on nous l'a reproché, mais oui, c'est pas des armes létales qu'on livre, enfin que la France a livré. Oui, il n'y a pas de FAMAS, il y a pas d'avions de chasse, mais c'est des composants cruciaux destinés à des équipements qui eux sont létaux. Voilà. Alors, le site Bellingcat, le lien a été mis dans le chat, donc les gens qui nous regardent, qui sont nombreux, peuvent en même temps aller voir la carte dont tu viens de parler. Elie, avant de parler des reproches qui vous sont faits, parlons d'abord de votre travail. Qu'est-ce que tu pourrais ajouter à ce que vient de dire Ariane? Alors, effectivement, l'avantage de ce conflit, entre guillemets, pour un sujet comme celui-là, c'est qu'il est extrêmement documenté et surtout, les Ukrainiens causent beaucoup de pertes à l'armée russe et évidemment, à chaque fois qu'ils ont abattu ou capturé un tank, un hélicoptère ou un avion, ils se prennent en photo avec et ils le filment. Donc, on a quand même repéré beaucoup d'équipements qui nous intéressaient parce qu'on savait que potentiellement, il y avait du matériel français dedans. Et c'est assez hallucinant d'ailleurs de voir, je ne suis pas sûr qu'il y ait d'autres contextes où on puisse trouver à ce point-là autant d'images aussi vite. Mais ce qui est important, c'est qu'effectivement, c'est pas des armes létales, mais tout comme la lunette sur un fusil n'est pas létale. N'empêche qu'elle permet de tirer quand même. Dans le matériel qui notamment a modernisé les tanks, je crois que c'était la com de Thales qui disait elle-même, c'est ce qui va vous permettre de tirer le premier. C'est ce qui va permettre à un char de voir son ennemi avant que son ennemi ne le voie et donc de tirer en premier. Sur les avions, il y a des systèmes de géolocalisation qui permettent d'être autonomes des satellites américains ou européens. Du genre de petit détail qui va être crucial pour un pays qui va être mis au banc des nations assez rapidement. Donc la France n'a pas livré des vis, quoi. Elle a quand même livré du matériel qui est très important, qui est de haute technologie, et il n'y a pas beaucoup de pays qui en produisent d'aussi performants que la France. Donc c'est quand même du matériel crucial qui a été donné à Vladimir Poutine pendant 10 ans. Alors, si j'ai bien lu votre redoutable enquête, en fait, vous avez des documents confidentiels de défense, vous en avez 2 dont on va parler. À partir de ces documents, vous vous êtes demandé, est-ce que ces armes, on les retrouve dans les vidéos qui sont actuellement diffusées depuis maintenant quelques semaines en Ukraine. C'est ça, vous avez essayé de voir, est-ce que ces armes qui sont vendues sont en action, si je puis dire? En fait, il y a pas mal déjà d'informations en source ouverte. Il y a eu un article notamment de EU Observer
en 2015, qui avait fait une liste déjà de tout un tas d'équipements produits par Thales et Safran et exportés en Russie. Il y a une vidéo qui date de 2014, qui est accessible depuis plusieurs années sur Internet, qui montre un tank russe capturé par les Ukrainiens, et à l'intérieur, il y a une caméra thermique Thales, donc une caméra thermique, ça permet en gros de détecter des cibles pendant la nuit, et là c'est en plus très très loin, à un rayon je crois de 10 km. Donc en fait il y a déjà aussi tout un tas d'articles d'experts sur des sites de défense, etc., qui répertorient des matériels français qui ont été vendus. Et donc on a croisé ces informations sur des sites spécialisés avec des notes et des informations confidentielles. Alors, le point important, c'est qu'on sait que la France est vendeuse d'armes, ce qui vous donne d'ailleurs du travail. C'est intéressant, comme quoi ça permet quand même effectivement de sauvegarder l'emploi en France. C'est complètement sidérant. Alors pourquoi vous sortez cette enquête? Donc ce que je comprends, c'est que ce qui vous a nécessité finalement le plus ce qui a réclamé le plus de temps, c'est d'aller vérifier si ces armes étaient utilisées. Oui, déjà de bien identifier les armes, les contrats, de vérifier, de contacter des experts qui ont travaillé aussi sur ce sujet-là. Et effectivement, de bien vérifier que telle vidéo, tel Sukhoi est bien un Sukhoi 30 et pas un Sukhoi 27. Oui, ça, c'est effectivement un travail assez long. Voilà. Et que les vidéos et les photos qu'on avait étaient authentiques aussi, parce que c'est un conflit où il y a beaucoup de désinformations et d'images sorties de leur contexte. Ça nous est arrivé de tomber sur des vidéos d'avions qui en fait dataient pas du tout du conflit en Ukraine, voire qui s'était pas déroulé en Ukraine. Donc voilà, on a fait un gros taf de vérification, ça a été l'essentiel du travail, quoi. C'est ça. Et donc, l'enjeu, on va y venir, parce qu'il y a des gens dans le chat qui demandent, mais est-ce qu'on peut résumer l'affaire? C'est qu'en fait, il y a un embargo, normalement. Et que donc, normalement, en tout cas, d'où votre étonnement et votre travail de recherche. Alors, si vous voulez bien, j'aimerais bien partir des deux documents que vous avez dénichés, qui sont deux documents classés, si c'est bien confidentiel défense, d'avril et de mai 2016. Lequel vous voulez que je montre en premier, puisqu'ils sont disponibles via le site de... tiens, est-ce qu'ils sont... oui, si, ouais, voilà. Bah, allez, je montre le premier. Enfin, celui du 19 mai 2016. Que dit ce document? Alors, celui du 19 mai 2016, c'est celui qui parle des caméras, il me semble, des caméras Safran, qui ont été livrées à... Enfin, en fait, il faut expliquer déjà le contexte de cette réunion. Qu'est-ce que c'est? Comment on décide en France d'autoriser ou d'interdire des exportations d'armement? Par défaut, les exportations d'armement, c'est interdit en France. Mais une commission se réunit avec des représentants du ministère des Armées, du ministère du ministère de l'Économie, du ministère des Affaires étrangères, et ils décident si Thales a le droit d'envoyer des caméras thermiques, des systèmes de navigation pour des avions russes. Et donc cette commission, elle a lieu à peu près toutes les semaines. Et à la fin, s'ils ne sont pas d'accord entre eux, c'est le Premier ministre qui va trancher. Là, dans le cadre de la Russie, ce que montre ce document, c'est que tout le monde était d'accord. Il n'y avait pas de débat. Tout le monde était d'accord pour valider ces licences, valider ces livraisons. Ça concerne des contrats, ce qu'on apprend avec ce document, c'est que ça concerne des contrats signés avant 2014. Pas 1000 ans avant 2014, mais en 2012, 2013. Donc 2014, c'est le Donbass. Voilà, 2014, mars 2014, c'est l'annexion de la Crimée. En juillet 2014, la Russie abat un avion civil avec un missile et l'Union européenne décide le 1er août 2014 de mettre en place un embargo, interdiction d'importer, d'exporter des armes russes ou vers la Russie. Voilà. Mais dans l'embargo, il y a un petit article, ce qu'on appelle la clause du grand-père,
qui permet, on pourra y revenir, mais donc cette clause, en gros, permet de poursuivre tous les contrats qui ont été signés vous êtes au avant... courant que le site de Disclose ne marche plus, là, depuis 10 minutes. Ah bon? Ah, bah pourtant, moi, j'y suis. Vas-y, fais reload. Il y a peut-être trop de connexions. Fais refresh. Ah, c'est bizarre. Peut-être essayer avec un VPN. Je sais. Ah oui, c'est vrai. Ah merde. Ah, effectivement. Bah non, mais c'est tous les auditeurs qui ont foncé dessus. Tu as fait une attaque des DOS sans le vouloir, en fait. C'est ça. Ouais. Bon. Ah, mais ça va revenir. Ça va revenir. C'est con parce que j'aurais pas dû faire refresh parce que comme ça j'ai perdu. Bon bref, c'est pas grave. Ah oui, du coup, vous avez perdu. Ouais. Non, mais donc tout ça pour dire que en fait, donc toutes ces livraisons qu'on révèle sont légales, enfin sont en tout cas pas interdites par l'Union européenne, plutôt. Et donc, il n'y a pas eu de nouveaux contrats après 2014, mais des livraisons qui étaient prévues ont pu continuer, et dans les années, mais au moins jusqu'en 2020. Voilà. Et les documents, donc Et les documents, donc ouais, le document qu'on révélait, donc celui de début mai 2016, oui. Donc le secrétariat général à la Défense nationale dit il n'y a pas de problème, ça respecte les conditions de l'embargo. Donc, on y va, on autorise les livraisons parce que les industriels, en fait, redemandaient aux autorités s'ils avaient le droit de poursuivre ces livraisons ou poursuivre de la maintenance. Et l'État dit oui, pas de problème. Il vous reste encore il reste à Safran 211 caméras à livrer. Allez-y. Et voilà, c'est ça la décision finale. Juste une précision sur la date du document, parce que là ça me frappe d'autant plus qu'on en parle là, mais 2016, on est quand même déjà 2 ans après l'annexion de la Crimée, 2 ans après le crash du MH17, 2 ans après la guerre alimentée par la Russie dans le Donbass, puis 2016, on est aussi 1 an après l'intervention russe en Syrie. Ils sont déjà en train de pilonner Alep, etc. Donc voilà, c'est quand même à ce moment-là que effectivement la France se dit oui, on peut livrer ce qui nous restait à livrer à la Russie. Enfin voilà, on y reviendra, mais tout ça pour dire qu'on n'a pas découvert il y a 2 semaines que Vladimir Poutine était un dictateur belliqueux qui avait tendance à écraser des civils avec ses avions, quoi. Et d'ailleurs, j'aimerais ajouter dès 2012, Amnesty et un certain nombre d'ONG alertent les autorités françaises et leur disent attention. Vos équipements Thales sont installés sur des avions russes vendus à l'exportation ou utilisés en Russie, utilisés en Syrie. Et là, le gouvernement français vous dit mais non, ne vous inquiétez pas, ces avions sont uniquement destinés à l'armée russe. Voilà. C'est bien la preuve que ce qui s'est passé en Syrie a des conséquences ensuite sur l'Europe aujourd'hui. Donc, les erreurs faites presque 10 ans plus tôt, 8 ans plus tôt, ont des conséquences aujourd'hui. Alors, le site de Disclose fonctionne à nouveau. Voilà, bonne nouvelle. Les hackers d'Oppost ont arrêté leurs conneries. Donc, ça y est, le site est à nouveau disponible. Agathos vous pose la question. En fait, Ariane, tu dis, en fait, tout ça, tout ce que vous mettez à jour, c'est légal. C'est la question de la légitimité, que vous ne posez pas tout à fait dans votre article, mais grosso modo, c'est un peu ce que vous voulez faire comprendre aux lecteurs. C'est-à-dire, est-ce que même si c'est légal tout ça, est-ce bien raisonnable? Est-ce bien légitime, c'est ça? Alors moi, c'est vrai que on utilise un peu à tort, je trouve, le mot légal. Disons que ce n'est pas interdit par l'Union européenne, mais rien ne force la France à utiliser cette clause. Ça permet. Et en réalité, les engagements européens auxquels la France est soumise également, c'est de respecter la position commune de 2008 qui dit « Vous ne devez pas exporter des armements si ça risque d'aggraver un conflit ou provoquer un conflit. Et si il y a un risque qu'elle soit utilisée pour des violations des droits humains. Donc, par exemple, viser des bâtiments civils. » Or là, manifestement, l'État français a estimé que donner des armes à la Russie
qui responsable de crimes de guerre en Syrie notamment, qui annexe la Crimée, eh bien, ça ne pose pas de risque, ça ne risque pas d'aggraver le conflit. Et c'est là où il y a un débat à minima qui devrait se tenir. Comment la France a évalué ça? Et un certain nombre d'experts pourraient dire c'est en contradiction avec les engagements pris. Donc, la question de la légalité, je dirais, attention, c'est pas formellement interdit, mais c'est en contradiction quand même avec les engagements pris par la France. Est-ce que vous pouvez détailler 2-3 armes vendues par la France à l'armée russe et qui pourraient se retrouver aujourd'hui, selon vous, vraisemblablement en Ukraine? Juste sur ce qu'on a dit juste avant, après on explique les en détail, mais il y a un truc aussi qui revient souvent sur ce genre d'enquête. On dit aux journalistes en général, c'est légal, mais est-ce que c'est vraiment moral? Et c'est pas tellement une question de morale, c'est une question de politique. C'est que là, on voit bien quand même avec ce qu'on a révélé hier que à un moment donné, on a une politique étrangère qui est un poulet sans tête. C'est-à-dire que là, on se retrouve quand même à avoir délivré des équipements qu'on va détailler à un belligérant qui est en train de menacer directement nos intérêts à nous, la France, en réalité, parce que Vladimir Poutine est évidemment en train d'attaquer l'Ukraine, mais aussi de menacer l'Europe et l'OTAN. Et a priori, on est encore dedans. Donc, voilà, à un moment donné, il n'y a pas de sens à ce genre de politique. On nous dit tout le temps que c'est pour les intérêts de la France et que la morale, etc., on s'en fiche. Là, on voit bien que les intérêts de la France, on ne voit pas bien où ils sont dans cette affaire. Donc pour répondre à la question, les armes qui ont été vendues, donc déjà, on en parlait tout à l'heure, il y a les fameuses caméras thermiques qui ont été installées sur les chars T-90 et T-72. Hein, alors, ce sont les caméras qui ont des prénoms de femmes, là, Catherine et tout ça, c'est ça? C'est ça, il y a Catherine FC et... Catherine XP. Il y a donc les caméras Catherine FC. En fait, c'est un type de modèle. Les caméras thermiques Catherine, il y a des XP, il y a des FC, il y a des caméras thermiques Matisse. Ça c'est produit par Safran. Voilà, donc c'est des caméras infrarouges. En gros, vous pouvez les utiliser pour détecter des cibles pendant la nuit. Voilà. C'est celle-là que j'expliquais tout à l'heure qui permet à un char de voir l'ennemi avant que l'ennemi le voie et de comme disait Thalès, tirer en premier. Donc c'est crucial. Ça va être crucial, par exemple, quand il va y avoir là des combats urbains. Très rapidement, quand les tanks russes vont se retrouver à rentrer dans Kiev, c'est des instruments qui vont leur être essentiels. Parce qu'un tank, s'il ne voit pas sa cible avant que sa cible ne la voie dans un milieu urbain, il est mort. Donc ça donne vraiment un avantage aux Russes, quoi. Donc ça, voilà, c'est pour les chars. Ensuite, il y avait sur les avions, c'est les affichages tête haute, c'est ça? Ouais, c'est ça. Il y a des viseurs, donc, ce qu'on appelle les affichages tête haute, des systèmes de navigation à la fois de Thales et de Safran. Donc, pour les spécialistes encore, ça s'appelle la marque, c'est Tacan et Sigma. Voilà, c'est des systèmes de navigation qui, voilà, c'est comme ce qu'on appelle un transpondeur. Donc, ça permet de piloter un avion, en fait. C'est essentiel, quoi. Les marques, les bénéficiaires de ces marchés, c'est Thales, dont tu as plusieurs fois cité le nom, Ariane. C'est Safran, que vous avez cité aussi, dont l'État français est le premier actionnaire. Donc, voilà, c'est directement lié au pays, on va dire. Et puis, il y a une autre société, la société Sofradir, que je ne connaissais pas, qui a signé un contrat de 5,2 millions d'euros avec la Russie en octobre 2012. Alors, c'est une filiale de Thales et Safran, en fait. Donc, à la fin, c'est Thales et Safran. Foulk vous dit, oui, mais alors, les contrats d'armement, c'est toujours sur des périodes longues. Sous-entendu, quand tu signes... Oui, mais c'est bien le problème. C'est pour ça que moi, j'ai beaucoup ri hier quand j'ai découvert qu'on appelait ça la clause dite du grand-père. Parce que du coup, ce que ça veut dire, c'est qu'effectivement, à la fin, c'est le petit-fils qui en paye le prix, en fait. Moi, c'est comme ça que je le comprends. Et là, effectivement, c'est sur le temps long. Oui et non, parce que là, on parle de contrats qui ont été passés sous le mandat de Nicolas Sarkozy, en gros, et qui ont été
qui ont continué après sous le mandat de François Hollande puis d'Emmanuel Macron. Or, c'était déjà questionnable de filer tout ça à la Russie sous le mandat de Nicolas Sarkozy. En 2008, la Russie, elle envahit la Géorgie. On se souvient de Nicolas Sarkozy qui avait essayé de calmer le jeu et de faire de la diplomatie avec Poutine, comme tous nos autres présidents derrière auront décidément essayé. Et déjà à ce moment-là, en réalité, on aurait pu se poser la question de est-ce qu'on continue ? Parce que Poutine, c'est 20 ans de guerre. C'est la deuxième guerre de Tchétchénie, c'est la Géorgie, c'est la Syrie, c'est le Donbass en 2014 et maintenant l'Ukraine. Donc cet argument, il ne tient pas. En réalité, c'est juste qu'on a été dans l'erreur sur un temps long. Ça, oui, voilà. Mais les contrats, même sur un temps long, on peut très bien décider de les rompre. C'est exactement ce qu'on a fait avec les Mistral en 2015, parce qu'en réalité, les Mistral, légalement, justement, on pouvait les livrer, vu que la commande avait été passée avant 2014. Donc à ce moment-là, le pouvoir, il a bien compris que symboliquement, ça craignait quand même très fort d'envoyer 2 trucs comme ça à la Russie, qui aujourd'hui, effectivement, pourrait se retrouver en mer d'Azov à faire la guerre aux Ukrainiens. Mais il y a eu un choix politique de dire non, on ne le fait pas, malgré le fait que ça soit un contrat de long terme, etc. Choix dont vous dites finalement qu'il n'a pas été fait là pour ces armes-là, et c'est que vous pointez, en fait. Oui, c'est ça. Les Mistral, c'est difficile à planquer. Il faut admettre que voilà, ça se voit, quoi. C'est 2 gros porte-hélicoptères. En plus, ils auraient typiquement, si là les Russes les avaient aujourd'hui, ça serait super important pour eux. Enfin, c'est vraiment des bateaux qui sont qui ont des capacités opérationnelles qui sont importantes. De fait, effectivement, une caméra. Enfin, c'est bête, mais une caméra Thales. Tu vas te transformer en VRP de Thales, toi. Ou de Mistral, ou de je ne sais quoi. Mais non, mais de fait, voilà, on n'aura pas vendu, pardonnez-moi de l'expression, mais on leur a pas vendu de la merde. Et ils vont pouvoir s'en servir. Mais effectivement, une caméra Thales, il faut rentrer dans le char pour l'avoir. Donc c'est beaucoup plus discret. Oui, et puis il n'y a pas de communiqué de presse. Voilà. Quand la France en général communique sur des gros contrats d'armement, elle communique par exemple sur les Émirats viennent d'acheter 80 Rafales, l'Égypte 30 Rafales, ou des gros navires par exemple, donc les porte-hélicoptères Mistral. Mais sur les petits contrats, comme donc, des caméras thermiques, il y a très peu, rarement, des communiqués de presse, sauf quand ça se passe lors d'un salon, par exemple. Et donc, comme ces contrats ne sont pas publicisés, il n'y a pas vraiment besoin de dire qu'on les annule, c'est plus discret. Donc la France, le gouvernement français a fait le choix politique de conserver des contrats de quelques millions d'euros, qui ne sont pas en termes financiers très importants, mais de conserver ces contrats pour des raisons qu'on ignore. C'est tout le problème. On va voir que exceptionnellement hier, quelques heures après vos révélations, vous avez eu des réponses. On va venir aux réponses qui vous ont été apportées. Mais d'abord, je vais faire monter des questions du chat. Alors, je suis désolé, moi je suis pas Thales. Visiblement, j'ai un problème de niveau de micro. Il paraît que mon micro est plus bas que le vôtre. C'est pas grave puisque c'est vous qu'on a envie d'entendre. Par contre, Elliot, l'expression poulet sans tête au poste, on dit pas ça. Juste comme ça, en passant. TFA vous demande, TFA vous demande, est-ce que vous savez combien d'équipements ont été livrés, pour combien d'avions, pour combien de tanks? Alors dans l'enquête, vous donnez des chiffres, c'est pas pour vous coller, mais à peu près, vous avez une idée de... Donc, les caméras, c'était pour équiper un millier de tanks de mémoire, c'est ça? Oui, c'est ça, il y a 1000 caméras, donc potentiellement on pourrait équiper 1000 tanks. Et un contrat donc de Thales qui a été signé pour 60 Sukhoi, donc 60 avions de chasse. Est-ce que ces systèmes de visée ont été vendus, ont été utilisés, qui ont été vendus à la Russie, ont été utilisés en Syrie ou pas? Il y a beaucoup de questions sur la Syrie. Sur les avions, sur les Sukhoi 30, il me semble que oui. C'est en fait, la Russie est en train de déployer les mêmes équipements que celles qu'elle a déployées en Syrie. Il y a quelques mois, le ministre russe de la Défense se félicitait d'avoir testé 320 armes en Syrie, quelque chose de cet ordre-là. Et tout ça, maintenant, ils ont fait joujou avec en Syrie, ils font joujou avec en Ukraine.
et dans un cas comme dans l'autre, ils s'en servent d'ailleurs essentiellement pour massacrer des civils. Donc oui, dans l'aviation, il y avait déjà du matériel français en Syrie. Il y a un risque effectivement que ça soit utilisé en Syrie contre les populations civiles, et c'est ce qu'avait pointé dès 2012 un certain nombre d'ONG qui avaient dit attention, des systèmes de navigation Thales installés sur des avions de combat qui sont utilisés pour bombarder les villes syriennes sont en infraction en contradiction avec les engagements français de ne pas livrer des armes à des pays responsables de crimes de guerre qui visent délibérément des populations civiles. Donc il y a un risque, et ça n'a pas été démontré comme tel, on n'a pas d'image, encore une fois, parce que c'est compliqué à prouver, mais il y a un risque potentiel. Ouais. Ce qu'on sait en gros, pour faire très court et pour être très précis, c'est on sait qu'on a livré tel type d'équipement pour tel type de véhicule à la Russie, et que ces véhicules, en l'occurrence, ils ont été déployés en Syrie et en Ukraine. Voilà. Alors oui, il reste la possibilité que sur ce véhicule en particulier qu'on voit en Syrie, il n'y ait pas de matos français dedans, parce qu'il ne fait pas partie de ceux qui ont été équipés, mais potentiellement si, quoi. Donc les accusations qui pourraient vous être faites sur le fait que vous, les journalistes d'investigation et autres, que quand ça se passait en Syrie, on s'en foutait, mais on s'y intéresse parce que c'est l'Ukraine, vous répondez quoi ? Que là, pour le coup, il ne s'adresse pas à la bonne personne, je pense, mais parce que, moi, j'ai beaucoup bossé sur la Syrie, pas spécifiquement sur l'armement, mais on parlait de Bellingcat tout à l'heure. Bellingcat, je me souviens, avait fait un excellent sujet sur comment des armes italiennes, par exemple, s'étaient retrouvées dans les mains de l'armée arabe syrienne, également d'ailleurs en violation déjà de l'embargo européen à l'époque. Donc, c'est toujours un reproche qui est un peu bizarre. En réalité, si vous cherchez, vous trouverez des enquêtes sur ce genre de sujet. Il y a des tas de gens qui en parlaient. Et on pourrait même se demander si c'était les gens qui n'étaient pas intéressés plutôt à l'époque par ça, quand des journalistes en parlaient. Mais des journalistes en ont parlé, évidemment. Il faut simplement rappeler qui sont Bellingcat. Qui est Bellingcat ? Ouais. Alors, c'est un site d'investigation en OSINT, justement, en source ouverte. C'est les pionniers, en réalité. Ça a été fondé par Elliot Higgins, qui était un geek et qui, au moment des printemps arabes, a passé son temps à analyser les nombreuses vidéos qu'on avait à l'époque, à tel point qu'il arrivait à donner des leçons au Guardian, au New York Times, qui l'ont rapidement repéré. Parce que personne ne faisait ça, en fait. Il faut se rendre compte qu'il y a 10 ans, personne ne savait vérifier une vidéo, géolocaliser une vidéo, etc. Et donc, ils ont beaucoup de faits d'armes à leur actif. C'est eux qui ont réussi à prouver justement que le MH17 en Ukraine avait été abattu par un lance-missile fourni aux séparatistes par la Russie. Ils ont bossé sur l'affaire Navalny, ils ont réussi à identifier les agents russes qui l'ont empoisonné. Enfin voilà, ce genre de choses, tout ça en restant le cul devant son ordi depuis un certain nombre d'années. Foulk, dans le chat, qui est décidément très en verve, ça n'appelle pas de commentaires de votre part, hein, dit: les mecs qui parlent de la Syrie, tu les as jamais entendus sur le Tibet, c'est des trolls sans fin. C'est une bonne réponse. On va aborder la question, la réponse plus exactement, du ministère des Armées, qui a été publié quelques heures après votre enquête, hier. Mais je voudrais juste revenir sur cette question-là que tu viens de soulever, sur la question des sources ouvertes, des vidéos, etc. Est-ce que vous avez réfléchi à la portée de tout ça ? C'est-à-dire que je comprends qu'aujourd'hui, vous allez chercher des vidéos sur Twitter, sur YouTube, partout, etc., pour essayer de retrouver vos traces des documents, etc., pour avoir un peu la main dans le sac. Mais est-ce que vous avez réfléchi à la portée de ces vidéos, au sens de ces vidéos, à ce qu'elles sont en train de modifier totalement dans notre rapport à l'actualité, à la guerre, à l'immédiateté, ou c'est pas votre propos pour l'instant, et vous êtes, vous, dans la recherche d'illustrations, de preuves? Non, c'est une vraie question. On a beaucoup bossé quand même sur la sélection des vidéos, parce qu'on en avait bien plus que celles qu'on a finalement publiées. Déjà, évidemment, on a essayé de publier entre guillemets celles où on voyait le mieux les équipements qu'on voulait montrer. Après, typiquement, on n'aurait pas montré une image violente
parce qu'on en a vu, enfin moi en faisant mes recherches j'en ai vu beaucoup, Bien et sûr, ça bien sûr. j'estime que c'est pas nécessairement utile de le montrer. Après, sur la portée et sur la manière dont ça peut modifier notre rapport à l'actualité, là les images que nous on a mises, c'est quand même des images qui sont tout droit sorties de ce que les spécialistes appellent une guerre de haute intensité, mais bref, c'est la vraie guerre. Et donc oui, c'est des images de Seconde Guerre mondiale où il y a quelqu'un qui tout d'un coup voit un avion de chasse passer à basse altitude juste au-dessus de sa maison, c'est quelqu'un qui voit un char passer en dessous de chez lui, et il faut que les gens réalisent que c'est ça qui est en train de se passer en Europe, et que potentiellement, quelque part dans la tête de Poutine, c'est peut-être ça qui peut se passer chez nous dans pas très longtemps non plus. Et donc, c'est la réalité. On peut pas non plus la modifier pour rassurer les gens. En tout cas, c'est pas mon approche. Mais... Est-ce que on pourrait aller jusqu'à dire que ces vidéos aussi peuvent servir pour les marchands d'armes, finalement, de vidéos témoins, non, mais moi j'ai vu des commentaires effectivement sur Twitter de spécialistes disant voilà, ça c'est la meilleure pub pour tel avion russe, c'est la meilleure pub pour ça. Et malheureusement, effectivement, les terrains de guerre sont des salons d'exposition d'armement. Moi, je me souviens de reportages de canons français utilisés en Syrie. En Irak, pardon. Et ça servait aussi l'industriel qui avait besoin de vendre ses canons. Donc c'est vrai que c'est... Non, parce que tu vois dans le chat, il y a Corto qui nous dit « La guerre des Malouines avait été une super pub pour les exocètes français ». Bon, ça, vous n'étiez pas nés, vous, c'était il y a très 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 longtemps. Sauf que c'était encore... Tout ça était... Il y avait 3 ou 4 chaînes de télévision, etc. Là, ce que je veux dire, c'est qu'il y a cette profusion d'images qui vous permet... Donc ça, c'est le côté positif de ces images, c'est que ça vous permet à vous, journalistes d'investigation, d'apporter des preuves incontestables de ce que vous révélez, mais de l'autre côté, c'est vrai qu'il y a ce salon, ce millipôle mondial, en Mondovision. Alors, mais c'est la question, qui va s'emparer de ces informations aujourd'hui? Absolument. Est-ce que c'est simplement les fans d'armement, les acheteurs d'armement qui vont trouver ces vidéos et s'intéresser à ces vidéos, à ce qui se passe et à ces livraisons d'armes, ou est-ce que c'est les citoyens, c'est les candidats à l'élection présidentielle qui vont essayer de comprendre comment ça se passe en France, pourquoi on produit des armes, à quoi ça sert, pour quel intérêt, comment on décide, est-ce que pourquoi on n'a pas le droit de décider, pourquoi on n'a pas le droit d'en débattre. Et en fait, ces informations aussi, en les rendant plus accessibles à un large public, ça peut permettre aussi de faire émerger un débat public qui est interdit, étouffé depuis près de 20 ans en France. Alors justement, le débat public, est-ce que vous considérez, 24 heures après vos révélations, qu'il soit ouvert ? C'est un premier pas. Je dirais que le fait que c'est bien d'être au poste, mais ça aurait été mieux à la matinale de France Inter, par exemple. Je veux dire. Non, mais on a quand même fait un certain nombre d'interviews sur les chaînes d'information hier. Elie et moi, on a été invités sur France Info, France 24, et on a pu débattre avec des experts militaires qui n'étaient pas très ravis de ces révélations. Donc, il y a un début de débat qui se pose. Je pense que le fait que le ministère des Armées réagisse dans la journée à nos révélations, c'est une première, et qu'elle soit contrainte en fait de dire effectivement la France a vendu des armes à la Russie. On assume. Voilà. C'est alors, fameuse... donc c'est le porte-parole des armées. Alors d'ailleurs, c'est assez drôle parce qu'il tweet avec son propre compte, monsieur Hervé Grandjean. Bon, très bien. Il a 16 800 abonnés et il vous a répondu. Il vous a répondu à 5h48, donc on va dire quelques heures plus tard. C'est une première dans l'histoire de Disclose parce qu'en général, c'est plutôt la DGSI qui vous répond, enfin, qui vous convoque. Et donc là, vous avez cette réponse, décryptage de cette réponse par vous deux, puisque vous êtes 2 des 4 auteurs de l'enquête.
Bah, Oui, vas-y. Sur le fond, c'est comme le dit Ariane, quelque part, il admet, c'est un long trait pour dire oui, on a honoré des vieux contrats après 2014 et oui, c'est légal. Donc, il dit la même chose que nous, en réalité, mais avec d'autres termes. Alors, ce qui est très important, c'est quand même le 4e tweet. La France a permis l'exécution de certains contrats passés depuis 2014 au titre de la clause dite du grand-père. C'est complètement dingue. Alors, je suis allé voir sur Wikipédia, en effet, ça existe. Hein, en fait, ça vient du droit canadien, donc c'est du droit anglo-saxon. Un contrat conclu... alors, flèche, hein, donc sous-texte, ça veut dire un contrat conclu avant l'annexion de la Crimée peut aller à son terme et les livraisons d'équipements achetés avant juillet 2014 peuvent être poursuivies. Donc, c'est formidable. Ces contrats durent combien de temps ? Les contrats d'armement, en fait, il n'y a pas forcément de durée, c'est plus la garantie qui va avoir une durée fixe. Donc, quand vous envoyez des pièces, il faut pouvoir les réparer. Donc, ça peut deux ou trois années, je crois, la garantie de pièces militaires. Une licence, il me semble que ça vaut 3 ans. Donc, quand vous donnez l'autorisation d'exporter, il faut signer le contrat ensuite, mais vous avez 3 ans en gros pour conclure votre contrat et le commencer. Et donc, le porte-parole nous explique que cette possibilité est clairement prévue par le régime de sanctions mis en place contre la Russie en 2014. C'est-à-dire, il y a un régime de sanctions qui dit mais pas tout, quoi. C'est ça. Il n'y aura pas de nouveauté, mais enfin tout le reste, on peut écouler les stocks. Oui, mais sauf que ce qu'il ne dit pas, et c'est ce que... Donc déjà, il répond à moitié à nos questions quand même. Il ne dit pas quel type d'armement, il ne dit pas pourquoi ils ont décidé de l'attribuer, pourquoi ils ont estimé que ça ne posait pas de risque d'aggravation du conflit, de risque dans l'escalade militaire en Ukraine et dans le conflit en Syrie. Donc, il répond pas, il dit oui, en gros, il dit on l'a fait parce qu'on le pouvait. Voilà, c'est tout. Et on vous dira pas pourquoi, on vous dira pas si on en a débattu. Juste, on avait cette possibilité, on l'a prise. Ok, mais cette possibilité, vous ne l'avez pas prise dans le cas des Mistral. Les navires Mistral, vous les avez bloqués parce que c'était un choix politique. Et donc, pourquoi et parce que les Américains et les Européens nous avaient demandé de le faire aussi. Mais voilà. Oui, bien sûr, oui, voilà, sur les pressions américaines. Mais donc pourquoi ce choix n'a pas été pris sur des autres petits matériels qui sont a priori moins stratégiques pour la France, que Safran et Thales construisent tous les deux. Donc pourquoi cette décision ? Et cette décision, on ne la connaît pas parce qu'elle est classée secret défense. Et même après qu'elle ait été décidée, cette décision est toujours classée secret défense. Donc si les députés demandent, mais au fait, pourquoi vous avez décidé ça ? Eh bien, on va leur dire, c'est secret défense. Et là, on a un problème démocratique de fond. Alors, Ariane, il y a quand même ce graphique qui est... Oui, ça baisse, effectivement. Mais qui est quand même explicite. C'est-à-dire que vous donnez des chiffres dans votre texte, mais c'est vrai que traduit en tableau, on voit quand même qu'à partir de 2012, donc les commandes, c'est le petit truc en vert, les livraisons, c'est le petit truc en gris, quoi. Bon, voilà. On voit que ça baisse. Alors, c'est en millions, hein, parce qu'il il dit pas ce que c'est. Il dit pas l'échelle, là. On ne sait pas ce que c'est. C'est de 0 à 1000, mais je crois que c'est des millions, voilà. C'est ça ? Non, mais déjà, ce graphique, moi, je l'ai vu beaucoup circuler hier depuis la publication du tweet d'Hervé Grandjean. Moi, j'aime bien les graphiques, mais j'aime bien aussi avoir les sources des données et avoir... Enfin, là, moi, avec ce graphique, je ne comprends pas grand-chose dessus. J'ai vu beaucoup de gens le reprendre pour argent comptant. Bon, d'une, ça ne répond pas à notre enquête. Et deux, voilà, j'aimerais bien savoir quand même avec quoi est fait ce graphique, quoi, et d'où il sort. Voilà. Mais il est dans le rapport au Parlement. Et d'ailleurs, j'invite vraiment... Ah oui, d'accord. Dans ce débat public, j'invite vraiment tous les gens à regarder ce rapport au Parlement. Ils vont peut-être voir des informations que nous, on n'a pas vues, parce que c'est vraiment un document public où on voit à qui exporte la France. Et la Russie, c'est le 13e client de la France entre 2011 et 2020. Voilà, et juste pour vous répondre sur la réaction qu'a suscité notre enquête, cette enquête dérange, j'ai l'impression, encore plus que ce qu'on avait fait sur Egypt Papers, puisque le site
en France a subi un certain nombre d'attaques de hacking depuis sa publication hier. Et donc, voilà, nos équipes sont en train les équipes de Disclose sont en train de travailler pour éviter, mais vous avez constaté vous-même que de temps en temps le site est bloqué. C'est parce qu'il y a des attaques. En termes de mise en scène, Disclose, vous êtes fort. Non, je blague. Non, mais pour le coup, on est visé par des attaques, et c'est une toute petite équipe. Vous savez par qui ou pas? Non, ça je ne sais pas. On rappelle, c'est l'occasion que Disclose, le financement de Disclose, c'est un appel aux dons notamment. Ouais, c'est uniquement des dons de citoyens, de citoyennes, de lecteurs, de lectrices. Donc les millions d'euros que vous vouliez dépenser ce matin au poste, vous pouvez les donner à Disclose exceptionnellement. Demain. Exactement. Il n'y aura pas de clause du grand-père sur les dons. Ça, on va arrêter. Il y a des. Alors, il est déjà 9h48 et je sais que vous avez beaucoup de boulot parce que ça vous a pris beaucoup de temps. Moi, j'ai une question toute simple. Hier, quand il y a cette réaction du porte-parole du ministère des Armées, qu'est-ce que vous ressentez? Il y a le cœur qui bat, vous vous dites... vraiment le premier tweet, quand vous êtes au courant qu'il y a une réponse. Non, mais ça veut dire qu'on a touché juste. Moi, je suis contente que le ministère des Armées réponde. J'aurais aimé que ce soit le Premier ministre qui réponde, qu'on avait contacté, puisque c'est lui qui est responsable, in fine, des exportations d'armement. Bon, donc on voit bien, ça montre les responsabilités, qui se sent responsable, donc c'est le ministère des Armées. Donc, ça prouve qu'on a fait un travail d'intérêt public, qu'on a secoué un peu le pouvoir, et pour moi, c'est un encouragement à continuer de travailler sur ce sujet. Magnifique. Moi, ma première réaction, à ce moment-là, c'est effectivement pourquoi c'est le porte-parole des armées qui réagit, parce qu'il nous accuse d'ailleurs de nous en prendre à l'armée, mais en fait pas du tout. Enfin, on s'en est pris à 2 entreprises mais pas à l'armée en tant que telle. On s'en est pas pris à l'armée française dans ce papier. Et surtout, je me dis, là, ils ont plus d'arguments. C'est-à-dire que sur le Yémen, sur l'Égypte, etc., ils peuvent toujours opposer un truc qui est évidemment fallacieux, mais qui est la lutte contre le terrorisme. Là, on ne peut pas dire qu'on lutte contre le terrorisme quand on file des équipements à la Russie qui est en train d'attaquer l'Europe. Donc, ils sont très emmerdés, je pense. Oui, mais à l'heure où on se parle, est-ce que la réponse qui est de dire finalement c'est légal et nous sommes transparents, c'est pas la meilleure façon de désamorcer vos révélations et votre travail? Je pense pas, parce que là, il y a aussi un gros changement, c'est l'opinion publique. L'opinion publique, de manière très large, elle n'accepte pas ce qui se passe en Ukraine et elle aimerait bien que les pouvoirs publics agissent d'une manière ou d'une autre pour empêcher Poutine de continuer. Donc, je ne suis pas sûr que ça marche très bien. Et d'ailleurs, un bon indicateur de ça, c'est de regarder comment les gens eux-mêmes ont réagi à la réponse d'Hervé Grandjean, donc en regardant les codes tweets, etc. Et il y avait quand même la majeure partie des gens qui se moquaient un peu de lui en disant ah bah oui, du coup c'est légal, c'est très bien, voilà. Non, mais j'ai pas l'impression. Je te dis ça parce que j'ai été un peu surpris par la teneur de certains papiers, plutôt timorés, plutôt 50-50 quoi, voilà. Oui, après ça, je pense que c'est juste parce que c'est d'autres médias qui restent prudents parce que c'est pas leur propre révélation et que voilà. Enfin, je pense que c'est plus de ça qu'il s'agit. Ça fait quand même un peu chier que les médias en soient là, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Non, moi, ça m'a vraiment énervé. Non, mais il y a toujours en France, je pense qu'il y a en France, il y a toujours un grand respect, parfois une déférence vis-à-vis de la parole de l'autorité. Donc, quand l'État dit c'est légal, un certain nombre de journalistes, d'experts vont peut-être se dire ah ok, bon bah alors si c'est légal, si l'État le dit, où est le problème? Mais en fait, il faut aller creuser un tout petit peu au-delà de la version officielle et d'interroger, est-ce vraiment si légal que ça? Non, il y a des engagements européens. Non, il y a un problème, il y a une décision politique qui n'est pas expliquée, qui n'est pas démocratique. Donc, il faut aller interroger plus loin. Mais on voit, je suis d'accord, dans les réactions que, en fait, ce tweet le cynisme de ce tweet a très vite quand même été vu, interprété comme tel.
Et je pense que si on veut continuer le débat aussi, il faut aller sur leur terrain à un moment donné, c'est-à-dire, vous nous dites que c'est légal, très bien. Est-ce que c'était dans notre intérêt? Parce qu'il y a quand même, je ne vois pas qui a été capable de nous dire depuis hier en quoi c'était dans notre intérêt pour des contrats qui en plus sont pas faramineux. Donc à un moment donné, voilà, ok, c'est légal, mais on n'était pas obligé de le faire. Donc pourquoi on l'a fait et est-ce que c'était dans notre intérêt? Jusqu'à preuve du contraire, c'était contre nos intérêts de le faire. Donc c'est ça en fait que j'aimerais bien, c'est que aussi les autres médias, à un moment donné, on ouvre effectivement un débat non seulement sur la transparence, sur les ventes d'armes en France et le débat démocratique, la nécessaire ouverture d'un débat démocratique sur ces questions-là, mais aussi pourquoi faire, pourquoi vendre des armes et quel but ça remplit? Parce qu'on commence quand même vraiment à, même d'un point de vue cynique, intérêt d'État, etc., on commence vraiment à avoir du mal à piger à quel est le but et à quoi ça sert, quoi. Bah, c'est l'argent. Bah là, en l'occurrence, c'est quand même non, pas... non, mais pas seulement, justement, Alors, l'État c'est ça qui est étonnant, français... c'est qu'effectivement, c'est assez faible. Enfin, c'est assez faible. Ben justement, ouais, c'est ça. Et l'État français, le ministère l'honneur des du Armées... pays est bradé quand même là. Non, mais voilà, le ministère des Armées explique régulièrement, les députés expliquent que c'est pour assurer l'indépendance, l'autonomie de la France, et donc pour garder une armée puissante, en gros, là, avec des équipements performants, il faut exporter, parce que la France ne peut pas acheter tous les matériels et maintenir les lignes de production. Ok. J'entends cet argument. Mais donc, alors, dans des cas précis, prenons les cas précis, des caméras thermiques Thales, est-ce que c'est stratégique? Est-ce qu'on a besoin d'exporter ces caméras pour maintenir ces lignes de production? Je ne sais pas, en fait, le débat n'est pas posé. Les arguments ne sont pas exposés publiquement. Les députés ont l'interdiction d'en débattre, donc. Et au-delà de ça, par l'absurde... Excuse-moi, comment ça, l'interdiction? L'interdiction d'en débattre? Actuellement, il n'y a pas de commission à l'Assemblée nationale sur les questions d'exportation des armements. Il y a une délégation parlementaire sur le renseignement, mais le sujet de la question des exportations d'armements n'est pas abordé, elle est classée secret défense. Une seule commission a le droit d'en débattre, c'est la commission sur les exportations d'armements, donc ce dont je vous ai parlé avec le ministère des Armées, le ministère de l'économie, etc. Mais en dehors de ce lieu-là, il n'y a pas de débat. À l'Assemblée, il y a simplement un rapport qui est publié chaque année par le ministère des Armées, et basta. Voilà, donc... C'est le fait du prince, quoi. Donc, c'est là où il y a un problème. Et c'est le seul pays en France, c'est le seul pays des démocraties occidentales où il y a absolument zéro débat. Est-ce que vous pensez que la guerre en Ukraine peut être justement le déclencheur d'une prise de conscience, ou à l'inverse, ce sera un été noir parce que voilà, la France est indirectement en guerre, et que donc on parlera de ça quand les choses seront plus calmes? Vous, votre pari, c'est quoi? Oui, j'espère que ça fait un certain nombre d'années avec les armes au Yémen, les armes à l'Égypte, les armes, voilà, que le débat grossit. Il y a un certain nombre de livres qui pointent la question. Et notamment le livre de Sébastien Fontenelle qu'on salue. Exactement, les ventes d'armes, une honte française. Et donc, le débat, on le sent dans l'opinion publique, commence à prendre de l'ampleur. Et l'espoir, effectivement, avec cette affaire en Ukraine, c'est que les dirigeants politiques, les candidats à l'élection soient obligés de se positionner sur cette question-là et d'ouvrir un petit peu le débat. Qu'est-ce que vous pensez des sorties de Corbière ou de Mélenchon sur les ventes d'armes? Est-ce que c'est du folklore ou ça peut être une porte d'entrée pour le débat que vous appelez de vos voeux? De quelle sortie on parle exactement, du coup? Corbière, quand il avait dit, voilà, il avait détaillé les ventes d'armes qui ne sont pas celles dont vous parlez, vous, mais pour l'Ukraine, etc. Mais le fait que justement un député se mette à parler de ce genre de choses. Non, mais cette affaire est extraordinaire. Enfin, oui. Il n'a brisé aucun secret défense. Tout le monde lui est tombé dessus. Pour le coup, il n'a brisé aucun secret défense. La commission défense, c'est pas parce qu'elle s'appelle commission défense qu'elle est soumise au secret défense. Donc, il a révélé effectivement quelques équipements de la France qui sont donnés aux forces ukrainiennes parce qu'à huis clos, un ministre avait dû leur dire livrer quelques informations. Mais c'est quand même
hallucinant que la France est un des seuls pays en Europe qui ne veut pas dire quel type d'équipement elle livre à l'Ukraine. Pourquoi? Alors que les autres... Attends, je comprends pas parce que le porte-parole du ministère nous dit l'inverse. Il nous dit mais non, on a un rapport chaque année où vous pouvez tout voir. Non, mais là, je vous parle je vous parle dans le conflit actuel. Là, le rapport, il n'est pas encore publié. Et puis là, on parle en plus de dons, si j'ai bien compris. Donc, c'est des armements. On ne sait pas si c'est des munitions, etc. Je crois que Corbière parlait de quelques munitions. On leur file des lance-missiles Milan, là. Tu sais, de l'anti-char et du Kevlar, a priori. Voilà. Et donc, ces équipements qui sont donc décidés par une décision, encore une fois, politique, on ne sait pas si c'est le président, si c'est le Premier ministre, ou si c'est le ministère des Armées qui décide d'équiper les forces ukrainiennes, soit c'est peut-être une décision importante, un certain nombre de candidats le défendent, mais pourquoi vous ne dites pas quelles armes? Pourquoi il n'y a pas de débat à l'Assemblée pour savoir si c'est une bonne chose ou pas une bonne chose? Et quand on compare un petit peu, les Américains, par exemple, ou les Britanniques, ou même les Polonais, enfin les Allemands disent, voilà, on a filé tant de trucs à l'Ukraine. On sait que les Américains filent des javelins, ce genre de choses. Enfin, ça les dérange pas, en réalité, d'être transparents sur ce genre de trucs. Et en France, effectivement, on n'ose pas. Alors, il y a aussi un truc, visiblement, on n'ose pas parce qu'on aurait peur que Poutine prenne ça mal. Mais à un moment donné, c'est ridicule. Poutine, il sait très bien qu'on est en train de filer des trucs. Il sait peut-être même plus précisément que Corbière ce qu'on est en train de filer. Donc, ça n'a pas de sens, en fait. C'est ce que je disais tout à l'heure. Il y a un moment donné, c'est pour ça qu'il faut qu'il y ait un débat. C'est que... Alors, à propos de débat, vos révélations sortent le lundi matin. Et le lundi soir, il y a une émission qui s'appelle Face à la guerre sur TF1, où la question n'est pas posée à Macron-Emmanuel. Elle aurait dû être posée. D'après nos informations, elle aurait dû être posée. Ah oui. Je veux dire, il était prévu qu'elle soit posée, elle ne l'a pas été. En tout cas, les deux journalistes ont lu l'enquête et il y avait un projet de faire émerger cette question-là, de poser des questions sur... Alors, attends, Ariana, il faut dire les choses. Ils vous ont appelé ? Non, je ne sais pas exactement, mais comment ça s'est passé, mais à Disclose, on a su qu'à minima, ils avaient lu l'enquête, qu'ils l'avaient trouvée très intéressante, accablante, et qu'ils allaient essayer de poser une question sur le sujet. On a regardé l'émission, on s'attendait à une question aussi, et ça n'a pas été posé. Peut-être simplement pour des questions de temps, parce qu'une demi-heure, c'était quand même très court. Mais de fait, la question n'a pas été posée. Alors que dans l'après-midi, un des candidats, Yannick Jadot, a publié un communiqué pour critiquer, dénoncer ces ventes d'armes et appeler à un débat sur la question. Donc, Donc on n'a pas encore réussi à percer le front des prime time, on va dire. Qu'est-ce que vous aimeriez, puisque là, notre entretien s'achève, comme je vous ai promis, pas plus d'une heure. Enfin, j'avais promis une demi-heure. Mais bon, voilà. Vous savez ce que c'est, quoi, on s'emballe. Deux choses. Qu'est-ce que vous aimeriez qu'on retienne précisément de votre travail là, sur Disclose? Et j'en profite pour répercuter un excellent jeu de mots que j'ai vu passer dans le chat de Sentier Battant, le Disclose du grand-père. Pas mal. Mais alors, la Disclose du grand-père, plus exactement. Mais donc voilà, pour terminer, si on devait retenir quelque chose de particulier sur votre travail, ce serait quoi, l'un et l'autre? Vas-y, Elie. Je commence. Comment tout à l'heure on parlait du temps long et des contrats qui s'étalent sur le temps long. Pour moi là on a un bon cas d'école de décisions qui sont prises il y a longtemps et qui sont payées plus tard. C'est pour ça que ça me fait beaucoup rire, moi, la clause du grand-père. Voilà, à la fin c'est le petit-fils qui paye. Et typiquement dans le cas de la Russie, notre pays, la France, il a manqué d'anticipation et de clairvoyance jusqu'au dernier moment et jusqu'à l'invasion de l'Ukraine. En réalité, on n'aurait pas eu à attendre 2014 pour arrêter de faire du commerce d'armes avec la Russie. Voilà, donc moi, à la limite, pour moi, c'est ça aussi qui doit être porté dans le débat. C'est genre, qu'est-ce que la France a comme stratégie pour le monde et vis-à-vis de ses voisins? Et est-ce que vraiment, on peut toujours comme ça prendre tout à la légère
et se dire on verra plus tard ce que ça aura comme conséquence. Et Ariane ? Ce que révèle notre enquête, c'est l'opacité du système de contrôle des exportations d'armes françaises, l'opacité et sa défaillance, puisque la France est censée ne pas livrer des armes à un pays qui peut provoquer un conflit, aggraver un conflit, et de fait, elle a livré des armes à la Russie qui aujourd'hui envahit l'Ukraine. Donc, il y a eu un problème, et il faut que l'État français, les gouvernements français acceptent de débattre et d'être questionnés sur ces questions, sur pourquoi ils livrent des armes, comment, et que ce ne soit plus un débat de quelques experts, de quelques hauts fonctionnaires à huis clos sous le sceau du secret défense. Et donc, on espère, en fait, ce que j'espère avec ce travail, c'est qu'il y ait une réforme du contrôle démocratique des exportations d'armement. Dernière question qui vous est posée par Émile Cheval ou Gaël de Marseille. Craignez-vous des conséquences, perquisitions ou autres? Quel risque prenez-vous en diffusant des documents confidentiels défense? Je vous pose cette question, évidemment, elle peut paraître dérisoire par rapport aux enjeux que vous venez de raconter, mais bon, c'est aussi une façon de saluer votre courage que de vous poser cette question. Non, les risques, je ne pense pas qu'il y ait de risques. Théorique, il y a un risque théorique, on va dire, parce qu'il y a encore une fois une compromission du secret de la défense nationale, qui était déjà le cas sur l'enquête Made in France, donc les armes vendues à la coalition engagée au Yémen, sur lequel je n'avais pas participé, mais également sur Egypt Papers en novembre dernier, où on révélait également des informations confidentielles défense. Donc il y a un risque. Il y a une enquête actuellement qui est en cours au parquet national anti-terroriste. Voilà, donc il y a un risque on va dire un peu juridique, mais ça ne doit pas empêcher d'enquêter sur ces sujets-là. On n'est pas encore en Russie pour le coup. Donc, oui, voilà, c'est ça. On nous dit attention, voilà, la France devient une dictature. Non. Je veux dire, il y a encore un état de droit en France. On a le droit encore d'enquêter sur ces sujets. Effectivement, ça reste interdit de par la loi, mais pour le moment, on n'a pas été inquiétés. Et puis, si vous l'êtes, tenez-nous au courant, on viendra vous soutenir. Merci beaucoup à vous deux. Bravo. Bravo pour votre boulot qui est quand même complètement dingue. Et je vous dis à très bientôt alors. À très bientôt. Bonne journée à vous deux. Merci encore. Merci encore. Je reste évidemment avec les gens du chat. Bonne journée à vous deux. Bonne journée à vous deux. Hop, hop, hop. Non, c'est pas la bonne. Hop, voilà, c'est ça. Voilà, chers amis, dites-moi ce que vous avez pensé. Merci Didi Blue, merci, bravo, dit Corto. Bah tiens, je vois que Eddie est toujours là, donc comme ça il peut lire. La Tienasse, merci Didi Blue, merci. Ruby Cléo demande, il y a encore un état de droit en France? Oui, quand même. Tachi Delek, merci, courage, dit Coach Gamo, merci David. Bon, moi j'ai rien fait, hein. Très intéressant, c'est eux. Merci, courage, dit Pierrot. Bravo les gens, merci. Voilà, oui, n'hésitez pas à relayer leur travail, évidemment. C'est la raison d'être d'Opost, c'est d'essayer de mettre en lumière le travail des uns et des autres sur toutes ces questions-là. Voilà. Trop court, mais vous êtes marrant, vous êtes marrant. Super intéressant comme interview. Alors, je dis à Eurial qu'à partir de maintenant, si elle veut débrancher, elle peut débrancher. Puisqu'on va tranquillement discuter là entre nous. Et je pense que ça peut être bien qu'on fasse cette émission, qu'on propose la livraison de cette émission à Blast. Qu'est-ce que vous en pensez? Elliot nous dit c'est bien d'avoir des nouvelles du front de l'investigation. Absolument. Jean-Paul Pelmondo, bonjour à toi. Je me ferai la rediff aussi. Merci beaucoup. Je regarderai la rediff. Bonne idée pour Blast, dit Olivier. Oh que oui, dit Niners. Je vote pour, dit Agathos. Super. Alors, donc aujourd'hui, on devait... alors, oui, il faut livrer Blast, livreur d'armes à Blast. Oui, mais j'ai une intermédiaire, c'est Eurial.
C'est elle qui fait ça. Alors c'est aussi, si vous voulez, les interviews d'1 heure, ça a quand même un petit avantage, c'est que pour Real, il y a moins à couper, quoi. Ouais, voilà. Oui, pour Blast, dit mes anges. Alors, on va faire gagner le roman. 19h59. Je vais vous en parler dans quelques minutes, dans quelques instants. Merci Rubik Léo, c'est toujours un plaisir d'écouter le poste. Démocratie formelle, démocrature, de fait, dit aspirature. Sadrunner, oh oui, les cadeaux. Bonjour, mon cher Robin. Est-ce que Blast m'ont déjà refusé des sujets? Ça va pas, non? Vous l'auriez su. Ah, vous l'auriez su, séance tenante. Alors, je regarde un petit peu mes notes. Donc, alors, est-ce que cette caméra, elle marche? La caméra table, là. Qu'est-ce que tu fais, toi? Ça marche pas, la caméra table? Tiens. Ah bah tiens, ça c'est marrant, elle ne marche pas aujourd'hui. Bon, c'est pas grave. Comment ça se fait? Comment ça se fait? Allez, une petite seconde, les amis. Et voilà, c'était ici. Ah, j'ai un petit problème avec mon Stream Deck, décidément. Voilà, on va gagner ça. Hey, au bout de 30 avertissements, on peut avoir un blâme. Et au bout de 30 blâmes, on passe devant un conseil de discipline, on peut être dégradé. Arrête tes conneries. Ah, excusez-moi, je vous remets les sons. Oui, Cléo, 19h59, c'est l'heure de ma naissance. Merci sorcière, j'ai lu l'article de Disclose avant l'émission et cette interview a bien complété l'article. Merci beaucoup. Alors, attendez. Donc, on va faire... donc, aujourd'hui, c'est pour tout le monde. On va faire gagner pour tout le monde ce livre, 19h59. Et voilà. Le tirage au sort est lancé. Pour y participer, vous devez taper dièse corruption dans le chat, séance tenante. Pour rappel, tous les tirages au sort d'au poste s'effectuent sous le contrôle de l'IGPN. Merci aux donateurs généreux qui nous permettent de payer les frais de port. Même modique, chaque don compte. Et maintenant, allez à Jacta Est. Je vais me chercher un kawa, les amis, j'en ai pour 2 secondes. Il sera froid, mais ça ira très bien. À tout de suite. Ne parlez pas de répression ou de violence policière, ces mots sont inacceptables dans un état de droit. Quand j'entends le mot violence policière, moi personnellement, je m'étouffe. Première sommation. Deuxième sommation. Dernière sommation. On va faire une la force. Monsieur le préfet de police, rien n'est plus destructeur que le sentiment d'impuissance et d'injustice. Je vous demande donc une impunité zéro. Faites un casque. Bouclier en protection. Alors, me revoici, me revoilà. Il y a un peu fort la lumière ce matin. Si, c'est quoi ça? Pourquoi c'est si fort? Hop, voilà. Voilà.
Une chaîne pro gilet jaune ici, demande Grand Lolo. Bonjour, qui êtes-vous? Vous êtes de la police, vous, ou quoi? C'est quoi ça? Préfecture? Alors, je regarde. Où peut-on voir les articles de Disclose sur Disclose? Normalement, Uriel a dû vous les donner. Je vais vous redonner le lien tout de suite. On va parler peut-être de l'émission d'hier, si vous l'avez regardée. En tout cas, c'est chouette. Vous êtes de plus en plus nombreux au poste. Voilà. Donc, alors aujourd'hui, on va faire court parce que tout à l'heure à 18 h, on va essayer de streamer le meeting de Fabien Roussel. Il y a un meeting aujourd'hui. Alors, on n'est pas sûr, parce qu'on ne sait pas s'il est streamé quelque part. Si oui, on le fera, puisqu'on a déjà streamé Le Pen, Macron, Zemmour, Mélenchon, donc Pécresse. Donc, place à Roussel, ce sera à 18 h. Fidèle au poste, nous dis, je n'en peux plus. J'ai pas regardé, car pas de petit candidat, c'est antidémocratique. Absolument. Kaof, oui, j'ai reçu l'email que tu m'as envoyé, mais figure-toi que j'ai un souci quand je réponds aux gens qui ont ton prestataire d'email. Je suis noté comme spam, donc je reçois les messages en retour. Voilà, mais le livre est parti, enfin il part tout à l'heure, juste après l'émission, je file à la poste pour vous envoyer les contreparties des dons et les cadeaux, donc le roman, 19h59. Non, je veux pas streamer jusqu'à 18 h, non. Encore un autre, 6 mois d'abonnement, 6 mois, déjà, ça ne nous rajeunit pas. Il n'est pas question de rajeunir. Alors, moi j'ai regardé l'émission hier, j'ai notamment regardé Roussel qui à un moment donné a fait son stand-up. Alors là... Ah, merci Olivier, j'étais inquiet, j'avais pas de tes nouvelles. Bravo Dudu. Merci Olivier. Olivier de la maison. Les mutins de Pangée. Ils sortent ça les gars. Ah, attendez, on va faire les choses bien. Ils sortent ça. René, 17 films. Vautier, l'anticolonialiste. Afrique 50, Algérie en flammes, avoir 20 ans dans les Aurès. Grand film. Voilà, gros coffret DVD, 17 films, 11 heures, livres, enfin bon, voilà, je veux dire, c'est toujours la leçon avec les copains des mutins de Pangée. Voilà, ils sortent ça, j'ai reçu ça il y a 2 jours, merci beaucoup Olivier. Et bah écoute, je serais très heureux d'avoir ton retour sur mon roman, ici ou par email ou au téléphone, mais je te jure, j'étais inquiet, je me suis dit, putain, ça ne m'a pas plu, il me répond pas. Voilà. Didi Blue, merci aux équipes, j'ai découvert un nouveau monde grâce à Dave Duf et Blast, eh bien, tant mieux. Moi, j'ai vécu dans le nouveau monde, j'aime ça les nouveaux mondes. La chasse à l'identité est ouverte, abonnez-vous, plein de privilèges, vous tendez les bras, GAFAM et guerre à tous les étages. Bien sûr Maudit, mais tu peux aussi faire des dons, vous allez faire des dons anonymes. Alors, donc dans le désordre, un truc... Là, j'avoue, parce que bon, quand tu sors un bouquin, t'es quand même un peu fébrile, t'as passé des mois à écrire, etc. Le bouquin sort, tu dis tiens, qu'est-ce que les gens en pensent, tatati tatata. Et ce matin, divine surprise, j'essaie de le retrouver.
ce matin dans Fafletter. Fafletter, la lettre d'information sur les fachos de nos amis. Il y a un problème avec le Stream Deck là. Il y a un problème avec le Stream Deck, il ne fonctionne plus très bien. Qu'importe. Fafletter, donc, qui est la lettre d'information du mardi, la newsletter qui décrypte l'extrême droite par Street Press. On en a souvent parlé. D'ailleurs, je pense qu'ils vont revenir. J'ai envie de les inviter pour qu'on fasse un petit bilan, peut-être entre les 2 tours, de leur travail Fafletter, qui est vraiment un travail colossal sur les nazis, les néo-nazis, les ex-nazis, les nostalgies, et sur Zemmour, sur Le Pen, etc., etc. Et divine surprise, ici, non, là, voilà, lu ailleurs. Le roman de Machin. 9 jours avant le second tour de l'élection présidentielle, le patron de la très droitière chaîne de télé Rex News est enlevé. Le preneur d'otages. Un survivaliste. Paf, attention, divulgachage. Alors là, coupez le son si vous voulez pas. Un survivaliste Faf, passé par le front ukrainien, veut faire péter la démocratie. En fait, on le sait assez vite dans le bouquin, donc il n'y a pas vraiment un gros divulgachage. Au fil du récit haletant, on croise des personnages qui semblent tout droit sortis de cette newsletter. 19h59 chez Grasset, roman politique sous tension, et le second livre de fiction de David Dufresne, à lire avant les élections. J'étais bien content. Voilà, j'étais bien content au petit matin. Et Uriel, t'as vu, regarde. David Sirène 4, ça marche pas. Alors, je vois qu'il est question des grands médias, Bolloré, Arnaud, TF1 n'est pas le bon. Alors, vous avez sans doute compris qu'il en est beaucoup question dans mon roman, mais si la chose vous intéresse, sachez qu'il y a un meeting à Paris. J'adore le mot meeting parce qu'il y a un côté années 30, moi j'adore ça. Un meeting à Paris vendredi. La concentration des médias tue la démocratie. Stop Bolloré. Venez débattre sur la concentration des médias et des maisons d'édition et de la menace Bolloré. Stand, prise de parole, table ronde. Et donc, il y aura, ça démarre à 16h, à 18h30, prise de parole, à 19h15, les tables rondes, la concentration des médias et des maisons d'édition, la menace de l'empire Bolloré, en présence notamment d'Arié Halimi et son orchestre, Tabouaf, Sylvain Bourmeau, journaliste, Laurence Decoq, historienne, Cécile Dufaux, directrice générale d'Oxfam, Edoui Plenel, journaliste et président de Mediapart, Jean-Baptiste Rivoire, journaliste, Denis Robert, journaliste, Salomé Saké, journaliste, Daniel Schneiderman, journaliste. Fin du meeting et bar. Voilà. Pour ceux qui sont à Paris, entrée libre, c'est ici que ça se passe. Ça, c'est vendredi. Mercredi, si ça vous dit, on discutera avec Mathilde Delarère et Philippe Dariola, qui sont 2 historiens, dans le cadre des mercredis des Révolutions, à la mairie du 18e, à Paris également. Philippe Dariola, il est professeur d'histoire de Sciences Po Lille, où on va essayer de décortiquer la répression des révolutionnaires du 19e à aujourd'hui. Petit débat tranquillos, ça c'est mercredi. Et jeudi, je suis pété de trouille. Première signature dédicace à la plus belle des librairies, la librairie Le Mont en l'air, cette librairie au code visuel d'Opost, orange et noir. Ça se passe le 17, jeudi à 19h30. La pression monte, jeudi, première rencontre autour de 19h59 dans la plus orange des librairies libres. Mais donc les amis, ce sera suivi d'une dédicace causerie, le Mont en l'air de rue de la Mare dans le 20e. Voilà. Et oui, désolé. Alors, il faut être parisien, mais pour ceux que ça intéresse, vous pourrez retrouver d'autres dates à Bordeaux, à Lille, à Metz, à Montreuil, qui sont en train de se préparer.
autour du bouquin. N'hésitez pas à venir incognito, genre au poste. Un petit signe distinctif, on va dire, fais ça. D'accord ? Si vous faites ça, c'est que je comprends que vous êtes au poste. Est-ce que... Ah, je vous dis con. Alors, voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre ? D'ailleurs, comment a été choisi le code couleur d'Opost ? Ah bah c'est très simple, c'est que moi j'adore, bah tu vois là ici, là, ça c'est Prison Valley. Moi le orange c'est ma couleur depuis les années 70. Je m'en suis pas remis quoi. Le club de reconnaissance, c'est ça. Le clip de reconnaissance. Non, alors donc, les débats de mercredi, de jeudi, de vendredi, moi je vais pas les streamer parce que... alors d'abord, par exemple, les dédicaces, causeries, je trouve ça plus chouette quand il n'y a pas de caméra. Il y a un truc plus naturel, plus agréable. Non, le club de Dorothée, c'est bien après. Vous rigolez ou quoi ? Un jour, j'ai rencontré Casimir. Si, il existe. Voilà. Non, figurez-vous que quand on aime le orange, on a beaucoup souffert jusqu'à peu. Hein. Et jusqu'au milieu des années 2010, le orange était interdit. Hein. Voilà. L'orange du marchand. Ah, très belle chanson. Qui a volé l'orange. Voilà, et donc l'idée, ouais, c'est de privilégier la rencontre, voilà, plutôt que de faire de streamer, quoi. Alors, on va faire le tirage au sort. Qu'est-ce que vous... Comment ça, c'est sacrément laid. D'abord, le orange, c'est la couleur de la paix. Hein. Les bouddhistes, ils sont orange. Exactement, moi j'avais des soupules orange qui grattent. Des soupules, tu sais, à col roulé, quoi. Alors allez-y les amis, tapez encore quelques secondes. Corruption. Et j'en profite pour vous rappeler que vos dons, avec ou sans contrepartie, vos achats à la boutique au poste, vos abonnements Twitch, nous servent à ceci, à salarier Eurial, à défrayer Jessie, à acheter du matériel, à préparer des missions. Voilà. Et donc là, vous avez les super modos. Jessie, Robin, Eurial, Olivier. Alors, je ne sais pas si Émile Cheval est dans le chat. Donc, comme vous pouvez le voir, Robin et Olivier ont leur tasse au poste. Les filles aussi, mais elles les gardent pour elles. Donc, ce sont d'autres tasses. Voilà. Là, vous avez toutes les tasses. Vous avez les tasses, comme dirait l'autre, les tasses. Arrête, je le connais ton discours. Je présume que tout ça, pour toi, c'est l'ennemi. C'est un des rares endroits au monde où tu peux te promener dans les bâtiments aux normes, avec des gens aux normes, entourés de produits aux normes. Et ta connerie, elle est pas aux normes. Alors voilà les amis, donc les tasses aux normes sont disponibles dans la boutique au poste ou sur Tipeee. Et je ne sais pas si un jour ou l'autre nous pourrons effectivement vendre à vil prix les tasses Money. Voilà. Non, c'est pas orange. Ouais, si, c'est rouge-orange. Moi j'ai celle-là, vous voyez. En fait, ce qu'ils vous disent pas, Robin et Olivier, c'est que s'ils tournaient leur mug, il y a écrit Super Techno. Et pour les modos, il y a écrit Super Modo. Oui, les collectors arrivent. Voilà, exactement. Voilà, il y aura les tasses aux normes et les tasses collector. Mademoiselle, êtes-vous sûre de nous dire absolument toute la vérité?
Pas exactement. Il n'y a plus une goutte de café dans cet avion. Ah, il n'y a pas l'heure de ma présence. Tu veux dire sur la page, là? Sur la page, il n'y a pas l'heure? Alors, c'est ici, ouais. Bon, attendez, je vais... Ah, mais non, j'aurais pu le faire directement, je suis con. Je vais modifier ça, hein. Mon bon vieux site Spip. Oh, je sais pas ce qui se passe. Ah, bon, c'est pas grave, je le modifierai. Mais il y a le lien... Ah bah oui, c'est pour ça. C'est pour ça. Hop. Alors, le montant l'air. Jeudi 19h. Allez hop. 19h. Ça c'est du site Spip. Hein. Et donc, par exemple, dans les attributions de Rial, il y a la préparation de certains articles. Merci beaucoup Merlink. Par exemple, toutes les annonces des émissions au poste, elle fait le visuel, elle pré-remplit aussi les sites. Voilà, normalement ça devrait y être. Voilà, la pression monte. Jeudi 19h, première rencontre autour de 19h59. Voilà, merci beaucoup Merlink. Ah, sur le site du Mont en l'air. Non, mais les gens du Mont en l'air, sont sympathiques, mais c'est pas des professionnels. C'est pas des professionnels. Aïe. Voilà, donc normalement sur Facebook, il y a le lien, aussi de leur événement si vous voulez. Voilà. Alors, on fait le tirage au sort. Qu'est-ce que vous en pensez? Faisons le tirage au sort peut-être. On me raconte que ce David Dufresne, il est en train de faire un carton sur Twitch. Son stream s'appelle Au Poste. Alors, je vous laisse lancer le compte à rebours. Et j'en profite pour vous dire que Robin et Olivier sont en train de nous préparer aux petits oignons une page crédit qui cette fois-ci va bien fonctionner. Donc on résume. À 18h, si tout va bien, Roussel. Demain 9h, nous serons tranquilles. On va faire Tech 1000 et causerie. Voilà, il n'y a pas d'invité pour... à votre demande, hein. Vous avez dit, il ne faut pas qu'il y ait tout le temps des invités, etc. Donc voilà, demain matin, 9h, émission tranquille. Et jeudi, nous serons avec Renaud Epstein qui signe un magnifique ouvrage sur les grands ensembles dans les cartes postales. Ça, c'est à 9h, c'est donc jeudi, voilà. Et ensuite, le soir, mercredi soir, pour ceux qui sont à Paris, réprimer les révolutionnaires à la mairie du 18e. Jeudi, au Mont en l'air, la sortie de 19h59. Et vendredi, le meeting à la salle Olympe de Gouges contre la concentration des médias. Voilà, comme dit Robin, une page crédit générée par la Glaudio App et non plus par Tipeee Stream qui n'en fait qu'à sa tête, absolument. Et là, il y a le Stream Deck qui déconne à mort. Depuis 3-4 jours, ça déconne à mort. Et puis préparons aussi peut-être le... Comment on appelle ça ? Un petit raid? Qu'en dites-vous? Qu'en dites-vous si on faisait un petit raid? Vous me direz, hein, vous me direz. Alors,
Fin de garantie, quoi, fin de garantie? Non, j'espère pas, j'espère pas. J'espère pas. Meeting, il n'y aura pas de transmission pour ceux qui vivent en pleine campagne, je ne sais pas. Là, il faut demander aux organisateurs, ils ont un site. Alors, le tirage au sort, les amis. Le tirage au sort. Ah merde, à chaque fois. Ça, c'est. Il va falloir qu'on enlève le truc de crédit là. Je suis désolé. À chaque fois que je mets la page crédit en arrière-fond pour la préparer, vous avez le. Non, c'est pas prévu ça. Pas prévu comme ça. Alors attention, roulement de tambour. Roulement de tambour. On va lancer les crédits. On va lancer les crédits. Pour l'instant, ce sont des crédits. Oh bah d'accord. Oh là là, il nous explique qu'il y a plein de problèmes. Qu'est-ce que c'est? Ah, c'est parti. Alors attendez, oui, je vais vous l'envoyer, Voilà. Alors, nous allons faire le tirage au sort. Vous êtes donc prêts? Attention, tirage au sort. Le tirage au sort désigne gagnant Chris 4. Ah non, mais il gagne tout le temps. C'est pas possible. On a en tête de se battre pour ces 150. Mes anges, encore un... C'est un nouveau trade? Oh là là, mais Chris, 10 secondes. Alors là, c'est le record, je crois. Mais Chris, tu as déjà reçu... Tu as déjà eu le bouquin, non? Les policiers ont fait leur boulot, hein, ça c'est sûr. Qu'est-ce qui se passe là? Ça s'est très bien passé. Hein. Qu'est-ce qui se passe? Il n'y en a pas un qui a fait sonner la fanfare en attendant. Ah mais Chris! Les policiers ont parfaitement bien réglé les choses. Rétrocommission. Ah, c'était un péquicien sage. Ok, d'accord. Alors, tu connais la marche à suivre, mais tu vas quand même recevoir un email de Rial. Quel chant. Se tenir tranquille, voilà, ça leur fera un souvenir. Donne la papate nous dit, on ne fait pas sonner la fanfare quand il y a suspicion de fraude et de corruption. Si vous voulez armer nos services anticorruption, il faut quand même faire sonner la fanfare. Sentier battant. Chris 4 ans applique tout simplement la clause du grand-père. Ah mais les mecs, ils sont quand même géniaux, quoi. Oh là là. Super. Merci beaucoup, Ditch. Amis de la police et du café, de la tendresse utopiste, un grand merci d'avoir suivi ce nouvel épisode d'Opost. Merci aux incroyables modos de la paix et à Techno, Urial, Jessie, Robin et Olivier. Merci à Geoffrey Dorn pour les logos, Sophie pour les débuts, Blas pour le visuel, Théo la terreur pour les sons. Musique gracieusement concoctée par JC, Morphonskank et Scorch. Pour cette session, la brigade souhaite la bienvenue à Merlink, Manco, encore un autre, Didi, Noémie, Grenac, Norbies. Merci beaucoup à Cledmi, enfin à Donne la Papate qui offre un abonnement à Cledmi. Ah, je laisse sonner. Ce qui est injustifiable, c'est la jouissance, le spectacle. Donne la Papate qui offre aussi à Daniel Oslo. Merci Émile Cheval. Ah, Geoffrey, c'est un excellent. Geoffrey, c'est lui qui nous fait tous les pictos, les logos et tout ça. En fait, il faut jamais qu'ils s'habituent à être traités comme ça, de cette manière-là. Jamais. Very shagadelic, baby. Yeah! Oh! Oops!
Ok les amis, peut-être à 18h pour, comment il s'appelle, Roussel Fabien. Merci à vous tous. Bonne... ah ouais, non mais merde, on avait dit qu'on allait raider. Bon, en fait, on raide pas. Moi, ce que j'ai en magasin, j'ai Samuel Etienne, Moody, Mademoiselle. Mais Mademoiselle, il joue. Moody, elle joue. Pingouin, il joue. Tiens, il y a télé d'intérêt général. Ah, pourquoi? Pourquoi tu boudes, Gikou? Il est mort étouffé. On l'a étouffé, on l'a tué. Gumpy, ils sont 12. Cédric Chouviat est mort exactement de la même façon qu'Adama Traoré. Ils ont eu les mêmes mots. Ils ont tous les mêmes Allez, mots. tiens, on va lui faire... aller chez elle, c'est trop sympa. Elle. Ok. Os Politique est encore en ligne? Non. Non. Non, 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 non. Non, non, il n'est pas en ligne. Non, 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 non. On a assassiné mon fils. On a assassiné mon fils. C'est pas un voyou, c'est pas un dealer qui a agressé mon fils, c'est la police. La police nationale. Ah bah. Ok. Gumpy. Gumpy, Gumpy. Le raid a été créé. Allez-y les amis. Envoyez les polices. Je vous retrouve, si tout va bien, à 18h. Merci beaucoup. Merci pour votre soutien d'une manière ou d'une autre. On a besoin de vous. Je vous rappelle aussi que vous pouvez utiliser Lilo, le moteur de recherche. A plus tard. Merci beaucoup. Il n'y a personne qui est mort avec une clé d'étranglement en France, d'accord? On a des gestes professionnels tels que l'étranglement arrière. Il n'y a jamais eu d'accident. Alors qu'on